Bonjour à tous et bienvenue à ce Facebook en direct de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. C'est notre événement mensuel pour discuter des sujets qui touchent les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs personnes proches aidantes. Et aujourd'hui, on va aborder les conseils pour des fêtes inclusives avec les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. Et pour parler de ce sujet, nous avons la chance d'avoir avec nous Shalisa Kapadei, qui est infirmière premier lien à la Société Alzheimer du Suroît. Bonjour Chalissa. Hello. Et aussi Michel Dola, ergothérapeute et conseillère premier lien à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Bonjour Michel. Allô tout le monde, allô. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment pendant ce direct nous poser vos questions par écrit dans les commentaires sur le sujet du jour et ça nous fera très plaisir d'y répondre. Première question pour commencer. Comment peut-on faire pour favoriser les interactions avec la personne qui vit avec la maladie pendant les fêtes? Comment on peut instaurer un climat de confiance pour elle? D'accord. Je vais y aller. Salut tout le monde en passant. Aujourd'hui, je vais me baser un petit peu sur mes propres expériences, les leçons que j'ai reçues de la part de ma propre famille, mais aussi ce que mes clients me partagent à tous les jours encore au présent. Je pense que un bon premier point à aborder, tu sais, c'est l'esprit des fêtes. Est-ce que je suis en train d'arriver dans la période des fêtes comme ah, c'est quelque chose, une célébration à partager avec mes proches, ou je suis dans ce mode que beaucoup d'entre nous on souffre, de stress, les corvées à faire, les tâches à faire, et c'est naturel quand même, il y a plusieurs tâches à faire, et quand tu sais, je relève de nouveaux défis parce que j'ai reçu un diagnostic ou mon proche a reçu un diagnostic, là, c'est facile d'avoir des responsabilités, du stress qui s'empare par-dessus. Donc, je pense qu'un bon début en allant dans cette période-là, c'est de prendre un petit peu de recul. C'est qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, moi et ma famille, pendant les fêtes. Et on va donner des stratégies aujourd'hui et, tu sais, parfois on utilise un langage, il faut gérer nos attentes. Mais je trouve que c'est peut-être mieux de parler plutôt de changer de perspective. Gérer nos attentes, c'est comme on est en train de faire un sacrifice. Tandis que je trouve que c'est un petit peu plus équilibré de dire que oui, on vit des deuils, tout changement apporte un deuil, on dit toujours. Mais, tu sais, on est quand même ensemble pour Noël. Et tu sais, je parle de ça beaucoup dans nos formations, une façon de passer à travers le deuil, encore pas pour le nier, mais pour l'équilibrer, c'est de avoir une appréciation pour le moment présent. Il y a des choses du passé, non, Noël, ça va pas être comme les années passées, tout à fait, mais encore, nous sommes toujours ensemble, la personne est toujours là, et est-ce que je peux avoir une gratitude pour ce qui est encore là? On peut avoir plus qu'un sentiment. On peut avoir un deuil et encore une gratitude que ma famille est toujours autour de moi. Donc, quand on parle d'adaptation, les approches dans un esprit de qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir le plus beau temps des fêtes. Et je pense que la première étape dans ça, c'est ce que je recommande à tous mes clients, mais dans tout contexte, personnes vivant avec les troubles neurocognitifs ainsi que les personnes proches aidantes, c'est d'en parler, tu sais, avec notre famille, nos proches, à l'avance, dès le début tu sais, de mon diagnostic même, expliquer où est-ce que je suis rendue. Et je sais que c'est plus facile à dire que de faire tout ça. J'ai beaucoup de clients qui ont un malaise parfois de si j'en parle, là, ben, je vais imposer quelque chose à ma famille. Ou, tu sais, je vais être jugée. Et pourtant, je dis, ben, on fait cet exercice ben, on change de place. Si c'était l'inverse. D'habitude, on veut bien faire envers nos proches, on veut comprendre ce qui se passe, on veut donner un coup de main là au besoin. Tu sais, et encore, en parlant avec les proches, beaucoup de la tension qu'on ressent vient d'un manque de compréhension. Une surprise quand je vois un changement chez la personne dans le moment. Tu sais, et un changement peut-être dans les capacités, là, et je trouve ça surprenant et je ne sais pas comment réagir dans le moment. Tu sais, d'habitude, on veut éviter les échecs, bien faire envers nos proches et pour ça, faut en parler. Et ça, c'est d'autres choses qui reviennent dans mes groupes de soutien pour les personnes vivant avec un trouble neurocognitif en stade léger. C'est cette chose de, bon, j'aimerais que les personnes comprennent, mais je ne veux pas me
me faire coller une étiquette au front, comme me voit juste comme personne malade non plus. Je veux dédramatiser ma maladie. Donc, tu sais, donc, en parlant de la maladie, c'est important d'avoir un ton de, c'est pas juste comprendre les changements, les nouveaux symptômes, mais reconnaître que la personne est toujours là, elle a toujours son identité, elle veut interagir et c'est juste une question de, ben, comment s'adapter. Et s'adapter encore, c'est dire, bon, ben, j'ai besoin de mettre la maladie dans sa place. J'ai besoin de contourner ces petits défis. C'est réclamer sa place à la table. On parle de Noël, là, et tu sais, Mhm. d'habitude, on est rassemblés pour des repas. Donc oui, j'ai des adaptations à faire, mais c'est des adaptations que je vais faire pour bien prendre plaisir dans mon Noël, profiter pleinement. Et donc, pour l'entourage, c'est aussi une question. Donc, pour la personne vivant avec un trouble neurocognitif et les personnes proches aidantes, c'est d'en parler. Hein. Qu'est-ce qui va peut-être nous faciliter la vie dans certains respects? Qu'est-ce qui va me permettre de participer pleinement avec les capacités que j'ai aujourd'hui? Pour l'entourage, c'est une question d'abord de poser des questions. Pas juste, oh my God, vous êtes malade, de quoi avez-vous besoin? Ça doit être tombé. C'est pas la panique, là, c'est pas l'anxiété. Mhm. C'est qu'est-ce que vous aimeriez faire? Pour les rassemblements cette année. Est-ce que, tu sais, on va parler de l'environnement, mais juste pour l'introduire un petit peu, est-ce que c'est plus facile pour vous d'aller, c'était toujours chez vous Noël, mais là c'est plus facile d'aller au parc parce que vous n'avez pas à faire le ménage, à préparer autant de bouffe, etc. Ou est-ce que justement ça peut être plus facile pour vous de rester chez vous parce que vous veillez beaucoup à votre routine, vos repères, vos systèmes de rappel peut-être chez vous. Et donc, tu sais, à l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile. Si vous voulez prendre un petit peu de temps tranquille, est-ce que c'est plus difficile de faire chez quelqu'un d'autre? Euh, si on fait chez vous, qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Tu sais, Mhm. encore, et c'est faire des questions de suivi. Tu sais, est-ce que, vous n'avez pas à faire tout le repas comme d'habitude? On va apporter des plats, là. Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu de coup de main avec le magasinage? Si on va autre part, offrir, pas juste à la personne vivant avec le trouble neurocognitif, mais aussi aux personnes proches aidantes, ah, est-ce que vous aimeriez un lift? Tu sais, est-ce que je peux venir vous chercher? Est-ce que ça vous aide un petit peu? Même si on a besoin de quitter un petit peu plus de bonheur, c'est correct. Euh, juste pour revenir, je vais céder ma place bientôt, mais juste pour parler un petit peu plus de la personne proche aidante, tu sais, c'est important d'enlever un petit peu de pression sur soi-même aussi. Donc, on veut beaucoup parler des personnes, des expériences des personnes vivant avec les troubles neurocognitifs. On ne peut pas vous négliger non plus. Vous aussi, vous avez vécu des changements. C'est correct de se simplifier la vie. Parfois, je dis juste à mes clients, mais qu'est-ce qui va vous enlever un petit peu plus de stress ces fêtes-là? Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher le cadeau parfait pour tout le monde, ou est-ce que cette personne-là, elle va apprécier juste avoir un panettone? Tu sais, ou Mhm. des boîtes de chocolat, belles chaussettes, quelque chose de simple. Est-ce qu'on peut enlever cette pression-là? Est-ce qu'on peut dire, bon, ben, pour certains rassemblements avec tes amis, je préfère aller au resto? C'est moins compliqué pour moi. Tu sais, est-ce que en termes dépendant de ce qui se passe dans votre vie, est-ce que je peux encore déléguer certaines tâches? Est-ce que je peux distribuer un petit peu tu sais, encore, on va parler d'adaptation de choses qu'on peut faire pour impliquer la personne. Est-ce que ça a besoin de tout tomber sur la même personne? Tu sais, Mhm. si la personne a besoin d'un accompagnement plus étroit. Et je trouve que, et ça c'est quelque chose que je partage beaucoup, je suis presque finie, euh, parfois déléguer une activité spécifique, une tâche spécifique à nos proches Mhm. qui sont peut-être moins familiers, qu'on n'a pas vus depuis un certain temps. Encore, d'habitude, ils veulent bien faire, mais ils savent pas nécessairement par où commencer. Parfois, on a tellement peur de mal faire qu'on risque pas de bien faire. Donc, peut-être justement orienter les personnes un petit peu plus. C'est pas imposer, c'est les aider à avoir leur interaction et leur partage avec la personne aussi. Donc, Merci Shalisa. Très, On très a déjà une voilà. première question du public. Il y a Eric qui nous demande, est-ce qu'on doit éviter de rappeler au malade qu'il est atteint d'Alzheimer ou est-ce qu'on doit éviter le sujet? OK, ça, c'est un... Bon, je vais essayer de garder ça bref parce qu'il y a beaucoup qu'on pourrait discuter dans est-ce que la personne, elle la convainc qu'elle a la maladie d'Alzheimer parce qu'elle n'est pas convaincue, parce qu'elle a peut-être une version de trouble neurocognitif qui empêche de reconnaître, peut-être qu'elle est déjà rendue dans un état de la maladie qu'elle se rappelle pas. C'est possible. Parfois, c'est aussi une question de déni émotionnel. C'est un nouveau diagnostic et ça se peut pas.
Tu sais, n'importe qui reçoit un diagnostic comme ça, irréversible, c'est naturel, mécanisme de défense, de dire, ah non, ça se peut pas, je ne suis pas Mhm. prêt tu sais, à absorber le choc. Peu importe, je dis que ça appartient à la personne. Qu'est-ce qu'elle comprend? Donc, c'est quoi le but de la confronter avec l'information? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va accomplir là-dedans? Est-ce que ça vaut la peine? Surtout période des fêtes, là, comme j'ai dit, mes clients qui reconnaissent leur maladie, là, ils ne veulent pas toujours en parler. Mhm. Tu sais, ils veulent dire, c'est de ça que j'ai besoin, là, et puis on met ça de côté. Tu sais, je veux être Mhm. traité comme moi. Donc, pour moi, c'est une autre opinion, partagez-le, s'il vous plaît, mais non, il n'y a pas de point. D'accord. Merci, Shalisa. Deuxième question, que peut-on faire pour rendre les visites plus confortables physiquement pour une personne qui vit avec la maladie pendant les fêtes? Je vais me tourner vers Michel. Oui, donc quelque chose que je pourrais ajouter aussi, parce qu'on parle de plus confortable physiquement. Donc, je vais parler un peu de l'adaptation de l'environnement, surtout quand on va recevoir la personne. Mais peut-être une des choses qui peut aider aussi dans l'interaction, mais aussi pour rendre la visite plus confortable, est-ce que quand on planifie de recevoir la personne, est-ce que ça fait partie de leur routine? Donc, dans le temps de leur routine, parce que parfois, avec les personnes qui vivent avec la maladie, ils vont avoir une routine spécifique à chaque jour. Donc, est-ce qu'on peut planifier d'intégrer ce moment qui ressemble à leur routine, soit de quand ils vont manger? Puis, ça veut dire que peut-être votre journée de Noël va être un peu différente. Peut-être la personne ne va pas nécessairement rester toute la journée le soir aussi, mais c'est juste quelque chose de prendre en considération pour qu'ils soient plus confortables, qu'ils sont encore un peu dans la routine. Si on se demande, OK, je reçois la personne, mon proche, et est-ce que ma maison est bien adaptée pour l'acquérir? Ça dépend vraiment de la personne, mais je vous donne quelques astuces, trucs et astuces. Donc, premièrement, pour accéder à la maison, est-ce qu'on a vérifié les escaliers? Est-ce que les escaliers sont déneigés, dégelés? Ça fait du sens, on va le faire pour tout le monde, mais juste d'y penser, la main courante, tout ça pour que quand ils vont entrer, il n'y a pas de problème, il y a quelqu'un pour leur aider s'ils ont besoin d'aide. Euh, Sinon, y a-t-il même des escaliers dans la maison qu'on veut bloquer? Encore une fois, ça dépend vraiment du stade, d'où est-ce qu'est rendue la personne, mais juste d'en penser, y a-t-il des escaliers dans la maison qu'on veut bloquer pour que la personne n'aille pas là? Sinon, vérifier les obstacles dans ma maison. Donc, est-ce que j'ai des tapis qui sont vraiment glissants, qui sont problématiques? Est-ce que j'ai des câbles électriques qui traînent à terre? Encore une fois, y a-t-il des places ou des pièces qu'on veut bloquer? Est-ce qu'on peut simplifier l'environnement? Donc, quand on va penser à peut-être créer un espace pour la personne où est-ce qu'eux, ils vont pouvoir s'asseoir, est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'on le simplifie en dégageant certains meubles, certaines affaires pour que ce n'est pas trop, 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 parce que déjà la journée va être un peu très stimulant. Sinon, y a-tu la chaise où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Est-ce qu'il y a des appuis-bras? Est-ce que ça va être confortable? Parce qu'encore, c'est de trouver une place sécuritaire pour eux où est-ce qu'ils vont se sentir bien. Sinon, aussi regarder notre toilette. C'est juste d'être sûr que la toilette n'est pas super basse si la personne aura besoin d'aide pour se lever ou non. Juste de prendre ça en considération, que même si, par exemple, si on veut garder l'autonomie de la personne, eux, ils ont besoin d'y aller, puis peut-être eux, ils ne savent pas comment trouver où est-ce que c'est la toilette. Est-ce que ça vaut la peine de même mettre un petit pancarte qui dit que c'est la toilette pour que eux, quand c'est le moment, ils n'ont pas besoin de demander, il y a moins de stress, ils savent où est-ce qu'ils doivent aller. Et aussi, finalement, juste de vérifier, y a-t-il assez de lumière? Donc, on a-tu des zones vraiment sombres, des ombres à la maison? Y a-t-il des manières d'éclairer? Puis si la personne va peut-être rester la nuit, ça se peut, c'est they're sleeping over, y a-t-il une veilleuse la nuit pour éclairer certains chemins? Donc, encore une fois, c'est juste quelque chose de prendre en considération que aussi, si la personne est trop stimulée, il y a trop de choses qui se passent, puis vous voyez une détresse, est-ce qu'eux, ils ont une place où est-ce qu'ils peuvent aller, qu'il y a une réduction de bruit et de distraction, que c'est calme, que peut-être eux, ils peuvent prendre un petit repos aussi. Des choses à penser.
Merci, Michel. Et alors, quels sont les moments les plus adaptés de la journée pour inviter ou rendre visite à une personne qui vit avec un trouble neurocognitif pendant les fêtes? Ça dépend beaucoup de la personne. Parfois, on dit en général que les activités de jour vont être plus faciles, dépendant de où est-ce que je suis. Tu sais, on reconnaît qu'il y a une différence entre la personne qui a un stade vraiment léger de la maladie versus quelqu'un qui a un stade plus avancé. Euh, mais ça varie, ça dépend de la personne et de sa routine et de quoi, c'est quoi son énergie aujourd'hui. Donc, pour beaucoup de personnes, peut-être qu'ils peuvent même continuer d'aller chez un membre de la famille ou autre proche, euh, mais peut-être qu'ils vont aller pour un petit peu moins longtemps. Peut-être qu'on a besoin d'être un petit peu plus flexible. Peut-être que j'arrive un petit peu plus tard, juste à temps pour que tout le monde dîne ensemble ou soupe ensemble. Et puis, je reste pour un petit peu, on ouvre quelques cadeaux et puis je quitte un petit peu plus de bonne heure. Euh, on peut se baser, je sais que c'est pas tout le monde, tu sais, qu'on voit toute la famille à Noël, là, d'habitude, on voit souvent, on voit du monde qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, mais d'habitude, à quelque part dans l'année, on a eu d'autres rassemblements, peut-être avec d'autres mondes. On peut s'informer sur nos expériences antérieures. Et dire, bon, ben, j'ai déjà vécu ça, et c'est correct de dire, ah ben, je vais en tirer des leçons qui vont m'aider aujourd'hui. Donc, c'est peut-être encore, peut-être c'est pas juste une question d'aller moins long, peut-être c'est célébrer une heure autre que celle qu'on fait traditionnellement. Souvent, la veille de Noël, dépendant de la communauté, on peut avoir un souper la veille de Noël, mais peut-être pour la personne, c'est un dîner qui serait un petit peu plus facile, un déjeuner ou quelque chose. Est-ce qu'elle trouve les soirées un petit peu plus longues, elle a plus d'énergie le matin, donc on va l'accommoder là-dedans. Euh, parfois, tu sais, avec les... donc, et encore, c'est différent pour tout le monde. Moi, j'ai eu trois grands-parents qui ont eu la maladie. Et faire les gros rassemblements ensemble, ils ont continué de le faire pas mal longtemps. J'ai une grand-mère qui était à Lyon CHSLD éventuellement et pour longtemps, elle sortait quand même. Mais encore, il fallait que quelqu'un lui donne un lift pour retourner là quand, tu sais, elle était plus fatiguée. Il y a des personnes qui ont peut-être qui vivent plus de surcharge quand ils sont dans de larges groupes. Et donc, je sais pour certaines familles, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est pas tout le monde ensemble en même temps. Euh, Telle sœur va y aller la veille de Noël, l'autre le Noël, un autre, peut-être quelqu'un va un petit peu pour dîner, puis le lendemain, Boxing Day, on fait un petit déjeuner ou quelque chose. Donc, je sais que pour certaines familles, c'est un pas qui est un petit peu difficile à franchir parce que, ah, mais c'est Noël. Tu sais, pour nous, c'est le souper de Noël, c'est le 25 et tout le monde est supposé être ensemble. Et encore, ça peut se faire quand même. C'est pour vous, comme famille, de réfléchir. Euh, est-ce que, tu sais, on en parle à l'avance, comme j'ai dit, est-ce que, tu sais, on a déjà vu des difficultés qu'on a fait d'autres événements au cours de l'année? Euh, Est-ce que, bon, ben, c'est difficile, mais pour nous, c'est la valeur d'être tout le monde ensemble, c'est là. Est-ce que la personne est inclue dans ces considérations-là? Euh, il faut normaliser qu'on ne peut pas toujours savoir à l'avance. Donc, tu sais, ça va prendre de l'expérimentation. Donc, tu sais, parfois, on fait quelque chose et on dit que, ah, mais c'est un petit peu plus rough que prévu. C'est jamais tout mauvais. J'ai jamais entendu de situation où c'était complètement 100% gâché. Donc, mais encore, on apprend nos leçons. Avec cette année-là, OK, peut-être c'est la dernière fois qu'on le fait de même. L'année prochaine, on va l'approcher différemment. Il faut dire, c'est pas juste c'est pas le jour des fêtes, c'est le temps des fêtes. C'est pas le souper des fêtes. C'est tout, c'est les 12 jours de Noël même qu'on parle. Donc, Mhm. c'est correct de valoriser la qualité par-dessus la quantité. Peut-être c'est pas voir tout le monde dans un shot, là, c'est d'avoir une visite de qualité, une autre visite de qualité. Et une autre chose que je voulais, j'espère que je parle pas trop vite, mais une dernière chose que je voulais aborder pour ce point-là, c'était la visite de personnes qui sont en centre d'hébergement, que ce soit CHSLD ou résidence privée. Euh, c'est parfois les personnes, ils sont comme, ah, est-ce que ça fait une grosse différence pour la personne si elle va le 25 parce qu'elle a d'autres plans? Tu sais, on a d'autres plans aussi. C'est comme, bon, ben, encore, vous pouvez, tu sais, c'est à vous de décider c'est quoi votre horaire, qu'est-ce qui est possible pour vous, mais je trouve que oui, une visite à quelque part pendant les temps des fêtes, là, ça compte pour beaucoup, encore. Mhm. Tu sais,
ben, encore, ma grand-mère continuait de sortir pour un certain temps, mais à un moment donné, c'était rendu trop compliqué, une variété de raisons. Mais nous, on allait quand même là-bas, là, moi, mon partner, mon frère, son partner, mes parents, mon oncle, tu sais, on prenait beaucoup de place, on n'avait pas beaucoup de gêne, mais tu sais, on allait quand même la voir pendant le temps des fêtes, donner des cadeaux, même si elle ne pouvait pas parler beaucoup, tu sais, il y avait encore de la valeur là-dedans. Euh, Parfois, si vous êtes, si vous voulez aller voir la personne, mais ça se fait un certain temps, en centre d'hébergement, vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce que vous pourriez faire avec elle? Aller pour le souper, là, aller pour un temps de repas, partager un repas avec elle. D'habitude, c'est 90% des temps des fêtes de toute façon. C'est un bon point pour commencer. Peut-être qu'il y a des activités qui sont offertes sur place. Peut-être pour la personne religieuse qui allait toujours à la messe, tu sais, toujours voyons, chapel, là, sur place, où ils font cette messe-là, et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec elle pour comme un petit peu reconnecter avec vos traditions d'autrefois. Dernière chose que je veux dire, si vous prévoyez une grosse journée avec la personne, disons que oui, ça le vaut, on va faire le gros party, là, on est capable. Peut-être qu'on va... Si aujourd'hui c'est beaucoup, je ne vais pas nécessairement booker beaucoup pour demain. Je vais peut-être prendre un jour de repos le lendemain. Donc, c'est aussi espacer, les stimuler, disons. Mhm. Merci beaucoup, Chalisa. Ça rejoint tout à fait les questions qu'on est en train de recevoir. Justement, il y a beaucoup de questions sur les astuces pour les personnes qui sont en CHSLD. Mhm. On a notamment Marlène qui nous demande pour une personne qui a avancé dans la maladie et qui vit en institution, la sortir est-ce que c'est déstabilisant pour elle de l'amener ailleurs pour les fêtes? Mhm. Ou il y avait une autre question sur la même ligne. Si la personne vient d'arriver depuis 3 semaines en hébergement, est-ce Mhm. que ça peut être déstabilisant pour elle? OK. Donc, c'est du cas par cas et ça prend de l'expérimentation. C'est pas mauvais d'essayer de quelque chose et ça n'a pas fonctionné, mais au moins on a essayé, on a répondu à la question. Dans ma famille, ma grand-mère a continué de venir visiter chez nous longtemps. Ce que je pourrais dire par expérience avec mes clients, parfois si la personne elle vient de vivre un hébergement centre de soins à longue durée, m'excuse. Euh, Si on fait le party chez son ancien, chez elle, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus déclencheur et frustrant. Donc, je dirais que si vous voulez faire une visite à l'extérieur du CHSLD, c'est quelque chose à considérer. C'est peut-être pas la meilleure place de le faire cette année, son ancien chez elle. En anglais, on dit rubbing it in, tu sais, un Ouais. petit peu. Tu sais, en tout cas, donc, c'est ça. Moi, dans ma famille, ça valait la peine. Encore, elle ne restait pas toujours pour très, très longtemps. Ma grand-mère a vécu avec la maladie, genre, au-dessus d'une décennie, disons, tu sais, Mhm. une douzaine d'années au moins, quand elle a eu son diagnostic. Et donc, tu sais, on va par palier. Tu sais, chaque année, on réadapte. Encore, c'est aussi, tu sais, on va parler d'autres choses aussi, là, que, tu sais, si on voit certains symptômes, la personne peut être plus désorientée, mais quel genre de désorientation? Un petit peu comme on disait tout à l'heure, tu sais, c'était quoi la question tout à l'heure? C'était pas reconnaître les personnes, mais reconnaître sa maladie. La Mhm. personne qui dit, je ne suis pas malade et je n'ai pas besoin de telle chose, etc., est-ce qu'on a besoin de la confronter? Donc, tu sais, quand on parle de désorientation, est-ce qu'on parle d'un moment de détresse ou juste ah, mais c'est qui ça? Je reconnais pas elle, mais je suis quand même contente de voir du monde. Tu sais, Mhm. j'apprécie toujours leur party. Donc, c'est comme ça qu'on va gérer un petit peu. C'est comme ça qu'on va savoir comment s'adapter. Qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui l'est pas. Donc, oui, pour les visites, jusqu'à ce que ça soit trop désorientant pour la personne, mais il n'y a pas juste un règle de base, là. Il faut Mhm. essayer pour le savoir et ça vaut essayer parce que ça pourrait marcher pour Exact. longtemps. Et je pense que ça revient aussi, comme tu disais encore, de l'intégrer dans leur routine quotidienne. Y a-t-il manière de garder leur routine le plus possible la Mhm. journée, trouver le moment et comme dit, peut-être c'est essayer, on peut pas mal faire, c'est avec une bonne volonté, C'est ça. puis de voir si on peut right, de le prendre à un bon moment. Mhm. Et c'est ça, il y a juste, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Faut pas être dans la culture d'échec. Si quelque chose ne marche pas, ah, Non. je viens de recevoir une Mhm. information. J'ai gagné Exact. une information. Mhm. Tant mieux. Exact. Merci beaucoup. Alors, autre question, comment est-ce qu'on peut impliquer une personne qui vit avec la maladie pendant les fêtes? Oui, moi en premier. Mhm. Oui. Correct. OK. Donc, encore.
connais des chances. Tu sais, on parle souvent de se baser sur le rôle de la personne, ses préférences d'avant, mais faut pas avoir peur d'expérimenter. Peut-être qu'il y a des choses que j'aimais avant, que je continue d'aimer, mais peut-être qu'il y a de nouvelles choses. Mes clients, ils découvrent à tous les jours, là, une nouvelle activité ou façon de voir le monde nouveau. Tu sais, on reste pas stagnant toute notre vie, là. On reste pas toujours exactement le même. Donc, encore, ce que j'ai toujours aimé, ce que je pourrais aimer aujourd'hui. Ça peut être les deux. Donc, ce qui est le plus important dans tout ça, on va nommer quelques activités, jusque Michel en a. On vise pas une perception de perfection, là. C'est que est-ce que la personne est activée, stimulée, est-ce qu'elle a du fun à participer? Donc, prenons la cuisine, par exemple. Donc, on parle d'un rôle. La personne qui faisait toujours la cuisine. Je vais me servir de ça comme exemple. Euh, Tu sais, j'ai déjà dit, on peut simplifier les choses au fur et à mesure que la personne a besoin. Donc, peut-être que ton début de maladie, elle veut quand même continuer de cuisiner, faire les repas des fêtes ou au moins des desserts ou quelque chose. Peut-être qu'elle a juste besoin d'un petit peu d'assistance. Peut-être qu'on va trancher la cuisine en certaines étapes. Donc, par exemple, bon, ben, on va simplifier, on va faire un tâche à la fois. Donc là, la personne va trancher les légumes. Elle va râper le fromage pour la lasagne, par exemple. Euh, Excuse, j'avais oublié de fermer la sonnerie, c'est trop tard. Euh, Même la personne qui est un petit peu plus avancée, peut-être elle ne cuisine plus, peut-être qu'elle veut lâcher. Elle dit, j'ai des clientes qui disent, ah, aujourd'hui j'ai assez fait dans ma vie, c'est à tour à quelqu'un d'autre. Et c'est correct. Mais peut-être pour reconnaître qu'avec elle, on peut prendre tu sais, moi j'utilise le même recette de biscuits qui est dans ma famille depuis longtemps, là, et c'est une façon de connecter avec nos traditions. Et demander à la personne de goûter, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez mis trop de sel ou quelque chose, tu sais. Et ça devient une conversation. Ça quand même implique la personne à un certain niveau. Tu sais, mon grand-père, il était toujours très, très compétitif dans les jeux. Il a continué de beaucoup aimer les jeux, de vouloir faire des jeux, même plus tard dans la maladie, des jeux de cartes, par exemple, là, qu'il faut mettre le 2 puis le 3 le 4 sur la bonne couleur. Donc, encore, on peut simplifier ici et là, mais je vais laisser Michel élaborer là-dessus. C'est juste pour dire que, encore, combien qu'on peut simplifier pour rendre accessible à la personne l'activité et aussi gestion de temps, tu sais, est-ce qu'elle va jouer pour une éternité? Est-ce qu'on va faire 2 heures de Pictionary comme autrefois? Peut-être pas aussi longtemps. Tu sais, j'ai peut-être besoin, avec la maladie d'Alzheimer, c'est pas que je suis pas capable de faire des activités tout court, c'est juste que tout prend un petit peu plus d'effort, un petit peu plus de concentration et peut-être que j'ai besoin de plus de breaks. Euh, Encore, essayer d'offrir des choix dans tout ça aussi, une façon d'impliquer la personne. Peut-être qu'elle ne va pas emballer tout un cadeau elle-même, dépendant, mais choisir le papier ou peut-être mettre un cadeau dans un sac, ou une boîte, c'est plus facile pour elle. Couper les rubans, signer les cartes, tu sais, faire des décorations de Noël, aider à décorer le sapin de Noël. Encore, on pense, ben, c'est pas juste dire ah, elle est capable de le faire ou non, mais peut-être si elle a de la difficulté à rester debout devant le sapin pour longtemps, elle a de l'arthrite dans les genoux, là, on va placer une chaise. Donc, il y a du gros bon sens là-dedans aussi. Donc, c'est quoi l'autre chose que je voulais dire? Ah oui, tu sais, apporter ça. Tu sais, parfois, c'est des activités plus passives. Donc, la personne, peut-être, elle est moins active aujourd'hui, mais elle aime quand même sa musique, elle va embarquer avec leur chanson. Si on met émission des fêtes, là, tu sais, le grincheux et tout ça, peut-être qu'elle va quand même apprécier ça. C'est nostalgique quand même, ça connecte à son passé. Mais ce que je veux souligner encore, c'est éviter les surcharges. Euh, c'est correct si la personne est comblée par peu. Et je vois que ça, c'est parfois un point de contention, parfois pour les familles qui veulent que la personne continue de faire toutes les mêmes activités de la même façon qu'autrefois. Mais parfois, je peux être satisfait avec moins et ça ne veut pas dire que je suis malheureux. Ce que je dis quand on parle de stimulation cognitive et tout ça dans les groupes, c'est dire que bon, on veut présenter des opportunités adaptées pour donner l'option de participer à la personne, mais on ne veut pas forcer ou imposer une activité. On ne veut pas donner des devoirs à un adulte, là. Mhm. Peut-être la personne est juste contente de regarder.
sais. Peut-être qu'elle est assise à la table, elle participe moins à la conversation, on veut assurer, on va parler de ça, là, d'assurer qu'elle a encore l'opportunité. Mais si elle saisit pas l'opportunité, est-ce que c'est un échec ou c'est juste là qu'elle est rendue aujourd'hui? Comme j'ai dit, j'ai des personnes qui laissent tomber la cuisine. Ah, j'en ai assez fait, ça m'intéresse plus. Et pour la famille, c'est panique. Je suis comme, oh, est-ce que c'est la maladie qui progresse? Ben, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, mais c'est aussi une réaction émotionnelle. Ben, ça m'apporte plus un plaisir, donc ça me tente pas. Et c'est juste normal. Tu sais, peut-être qu'on présente une nouvelle activité, c'est toujours le fun d'expérimenter, mais ah, en fait, ce n'était pas à mon goût. Il faut normaliser. La personne, tu sais, mon grand-père, mon oncle grand-père, tu sais, parfois on faisait quelque chose avec lui, là, il aimait pas trop ça, il nous regardait, ti piaci questo, qui veut dire t'aimes-tu ça, toi? Il faut avoir un sens d'humour aussi. Donc, c'est une ouverture d'esprit, un sens d'humour. Et, tu sais, le plus important, c'est qu'on est ensemble à quelque part là-dedans. Donc, tu sais, on respecte l'identité, les préférences de la personne. Pas qu'elle a aucune possibilité d'apprécier quelque chose de nouveau, mais c'est sa personnalité. Tu sais, j'ai jamais aimé cuisiner. J'ai jamais emballé les cadeaux. Peut-être aujourd'hui, je peux l'aimer, ou peut-être je peux rester le même. Et les deux sont normales et corrects. Exact. Tu as très bien résumé ça. J'avais ça. Non, mais pour de vrai, je pense qu'un des messages qui m'a touchée, que tu avais dit ça à un moment donné, c'est de l'adapter là où elle est, là où la personne est en ce moment. Puis cette journée-là, ça peut changer. On peut avoir certains plans, ça va pas comme on l'a planifié, puis c'est pas un échec. C'est vraiment de rejoindre la personne où est-ce qu'ils sont cette journée-là. Puis encore une fois, de se penser que ça peut être une très grosse journée pour eux. Ça peut avoir beaucoup de distractions, beaucoup de sons. Donc, juste, oui, on peut avoir des options, mais comme je dis, it doesn't always go as planned. Euh, donc, peut-être juste pour ajouter un petit peu, tu as parlé de différentes activités, right, qui pourraient être adaptées pour la personne. Euh, je pense que tu l'as mentionné aussi, mais peut-être cette personne-là, c'est eux qui recevaient tout le monde à Noël avant, tu sais. Donc, on veut l'impliquer d'une certaine manière s'ils sont prêts pour ça. Puis comme, tu sais, ça se peut qu'ils sont comme moi, j'ai fait ma job, I'm hanging out. Like, tu sais, donc ça dépend. Je suis à la Mais retraite. exactly, ça se peut. Puis, mais si c'est eux qui recevaient puis préparaient, est-ce qu'on peut trouver une manière s'ils ont besoin d'être assis à la table, puis leur donner une tâche, puis s'impliquer dans la préparation du repas? Encore une fois, y a-tu une manière de l'impliquer dans une activité calme? On l'a mentionné, mais je pense que des bonnes, c'était d'écouter leur musique préférée ou leur musique préférée de Noël. A lot of reminiscence as well. Je ne sais pas c'est quoi reminiscence en français. Réminiscence, c'est le même mot. Réminiscence, parfait. Tu Puis l'as. aussi, si jamais vous avez comme des photos de Noël du passé, tu sais, on peut faire un petit livre, puis peut regarder ça avec la famille, avec les autres. Puis, une autre chose, tu sais, est-ce qu'on peut faire une activité de groupe pendant que vous préparez? Y a-t-il d'autres membres de la famille? Parce qu'on veut quand même maintenir ces liens sociaux, right? Puis trouver une activité de groupe parce que tout le monde peut participer. Donc, on peut-tu chanter des chansons de Noël? Tu as mentionné décorer le sapin, garder certaines décorations pour qu'ils peuvent aller le mettre, décorer des biscuits. J'ai aussi aimé écrire ou dessiner des cartes. C'est quelque chose aussi, c'est pas pour infantiliser la personne, mais juste de voir est-ce que c'est quelque chose qu'ils aiment, est-ce que c'est quelque chose qu'ils faisaient avant dans leur histoire de vie. Donc, c'est de ramener ces choses-là peut-être à cette journée-là. Encore une fois, ne pas tout mettre la pression non plus sur vous-même. Puis si jamais les étudiants à McGill, je ne sais pas si tu l'as vu chez Alissa, mais ils ont fait une livre d'activités. Ouais, so en anglais, it's the McGill Dementia Activity Handbook. En français, livre d'activités des étudiants de McGill pour les soignants et leurs proches atteints de troubles neurocognitifs. Donc, ça existe et c'est super pour la vie quotidienne. Oui, absolument. C'est un bon outil. Mm-hmm. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une petite question du public. Si la personne anticipe un peu la soirée, comment on peut faire pour la préparer, pour comme lui enlever ses anxiétés? Mm-hmm. Voulais-tu y aller, Michel, ou je peux prendre, c'est comme tu veux. Tu peux commencer si tu veux. OK. Si tu as une idée en Donc, si elle sinon, est appréhensive de la soirée, donc,
tu sais, encore, ben, ça dépend ce qu'elle est en train de dire aussi, là. C'est où qu'on s'en aille déjà, là? Ah, ben, cette année, on le fait chez Rachel, tu sais, votre sœur Rachel, et on va, tu sais, encore, juste dire, oh, mais on peut, tu sais, si la personne, peut-être, elle s'inquiète parce qu'elle va être hors de sa routine et elle en est consciente. Juste, ben, on va juste y aller un petit peu, là, tu sais, on va juste aller dire un coucou, tu sais, on va donner les cadeaux, on n'a pas besoin de rester si longtemps. Donc, ça dépend de ce qu'elle est en train de nommer, tu sais, on peut creuser un petit peu plus, là, si, tu sais, parfois, je sais que, tu sais, normalement, on parle de rendez-vous comme première fois qu'on va au centre d'activité ou quelque chose, que la personne, elle est nerveuse si on en parle trop à l'avance. Et j'ai rencontré une autre professionnelle qui l'avait très, très bien dit. Parfois qu'on essaye de trop expliquer, trop, tu sais, encore pas, quand on n'est pas dans dans la rassurance, mais on est expliquer à la personne et pourquoi que ça va être le fun ou pourquoi qu'on a besoin d'y aller. Tu sais, surtout que si la personne a des oublis plus prononcés, là, ben, est-ce qu'elle va se rappeler ou est-ce qu'on est juste en train de mettre la personne en surcharge avec trop de détails? Et cette professionnelle, ce qu'elle avait dit, si je vais toujours m'en rappeler, c'est que est-ce qu'on ôte la vraie opportunité à la personne de prendre plaisir dans sa journée quand on est juste en train d'expliquer, augmenter l'anxiété. Mais si on parle pas trop tôt et on va juste faire un petit tour, là, on va arrêter chez Rachel. Tu sais, elle arrive là-bas, là, et on the spot. C'est beaucoup plus, tu sais, on est plus dans le moment. Donc, tu sais, parfois, l'anticipation, c'est le pire ennemi. Parfois, pas dire trop à l'avance, là, tu sais, ou garder ça relax pendant qu'on prépare. Ça peut aider à diminuer cette anxiété pour qu'une fois rendu là, j'ai pas l'anxiété qui me met en échec. Je suis plus comme, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans nos centres d'activité, justement. Donc, nos rencontres pour personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, qui sont en stade plutôt modéré. On dit de pas trop en parler. Ils arrivent, là, et ah, on est en train de faire un jeu et, tu sais, je suis just sucked in. Tu sais, Mhm. juste, elle suit la vague. Donc, Exact. parfois, les explications peuvent mettre la personne, trop d'explications peuvent mettre la personne en échec. Si c'est clair. En Mhm. tout cas, Michel, avais-tu quelque chose à ajouter? Ben, je pense que j'allais juste ajouter que ben, c'est exact, effectivement, c'est ça le message de on n'a pas besoin de leur annoncer trop en avance, dépendamment de la personne et les explications, comme tu as dit. Et aussi, après ça, rendu là, une des choses, dépendamment de la communication de la personne, c'est peut-être de faire un check-in avec eux. Tu sais, donc, on est là, on sait qu'ils étaient un peu anxieux pour avant d'y arriver. Et peut-être ils ont l'air bien, mais de faire un petit check-in comme, OK, est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est le temps? Peut-être en confiance, ils vont dire, tu sais, like, ils vont expliquer si c'est un peu trop pour eux. Ou sinon, encore une fois, dépendamment de leur communication, s'ils ne sont pas nécessairement de communiquer exactement ce sentiment-là, est-ce qu'on peut regarder leur non-verbal aussi? De Mhm. voir, y a-t-il un besoin non répondu, right? On parle souvent de Ouais. ça, de être sûr que même ses besoins de base, soit faim, aller à la toilette, tout ça, c'est comblé. Puis si on voit dans le non-verbal qu'il y a quelque chose que c'est correct de dire peut-être c'est le temps de leur ramener chez eux. Donc, juste ça pour complémenter la Ça revient à réponse. un autre point que j'avais fait tout à l'heure de, tu sais, quand on parle d'anticipation, est-ce qu'on parle vraiment d'une détresse où la personne est juste excitée? Justement, le non-verbal, Hmm, ça va nous informer là-dessus. Tu sais, tu sais, je veux que tout soit beau, là, et j'ai beaucoup d'énergie pour la personne prochaine. Donc, c'est beaucoup d'énergie. mhm, Mais est-ce que c'est nécessairement néfaste? mhm, Donc, parfois, exact. quand on prend un point de recul, on voit que, ah, mais ce n'est pas nécessairement une détresse. C'est une excitation, c'est pas une anticipation négative. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions sur la communication avec OK. comment bien communiquer avec la personne qui vit avec la maladie. Parfois, il y a des gens qui sont peut-être un peu moins habitués à voir la personne avec la maladie, Mhm. euh, donc ça peut être une préoccupation. Il y a aussi Sandra qui nous partage un très bon conseil là-dessus, c'est d'éviter la surstimulation. Je pense que vous allez peut-être pouvoir nous en parler, mais éviter d'avoir de la musique trop forte, trop de gens qui parlent en même temps à la Ouais. personne, etc. Mhm, Ouais. Justement, la gestion du... C'est moi qui continue? Mhm. OK. Donc, c'est justement la gestion du bruit, là. C'est plus facile à dire que de faire, mais autant que possible. C'est... oui, beaucoup de personnes, ils vivent cette surcharge-là. Là, c'est difficile de filtrer les sons.
les voix les uns des autres. Donc, je pense qu'un bon exemple, c'est quand tout le monde est à la table. Est-ce que c'est possible? Et je ne dis pas de se flageller si on glisse, là, parce que c'est normal qu'il y a du monde qui parle en même temps. Mais est-ce que ici et là, tu sais, quand on parle de ces choses à l'avance, c'est ça l'avantage de dire, hey, mais si on trouve que ça devient bruyant, là, peut-être qu'on fait contact avec les yeux et c'est temps de, un à la fois, là, tu sais, on essaie de retrouver un petit peu de calme à Mhm. la table parce que ça peut devenir très bruyant très vite et ça peut, encore, il y a des personnes qui réagissent moins, là, c'est possible, mais pour beaucoup de personnes, ça peut justement les surstimuler. Donc, encore, pas se culpabiliser, mais d'avoir un petit système de on se fait signe là, si on voit que c'est peut-être un peu trop pour la personne aujourd'hui. C'est aussi présenter des moments à la personne que si j'ai peut-être la difficulté à parler de ces faits courants, là, les actualités du jour, euh, mais, tu sais, avec beaucoup de personnes, on voit que ça peut être beaucoup plus facile de justement faire de la réminiscence se fier à notre mémoire à long terme pour faire des conversations sur le passé, on voit que même leur langage vient de façon beaucoup plus fluide. Donc, le contenu compte pour beaucoup. Donc, parfois, c'est Mhm. juste le fun de lancer Ah, mais rappelez-vous, papa, de quand tu sais, on allait faire notre camping, là, et tu sais, on avait vu un chevreuil ou ben enfin, c'était un petit peu plate. Et tu sais, tu sais, on prend, on connaît ces personnes-là d'habitude depuis longtemps dans notre famille. Donc, il y a des souvenirs à quelque part pour connecter. Donc, juste, si on sait qu'il y a une histoire que la personne aime raconter, ben, encore, lui lancer le cue, le repère. Mhm. Mhm. Euh, ce qui revient à moi beaucoup dans les groupes de soutien avec les personnes en début de maladie, consultation individuelle aussi, mais je sais que c'est souvent un sujet pour les groupes de soutien, c'est moi, je veux avoir le temps de répondre. Et parfois, la conversation va trop vite ou je cherche mes mots et la personne est mal à l'aise, elle change de sujet. Mais moi, là, je voulais faire mon point. Donc, ils ont voulu, et ça, c'est encore quelque chose qui revient à l'importance de partager nos préférences avec nos proches, de parler ouvertement, de ne pas être gêné, de dire que je sais que vous voulez bien faire, voici ce qui va m'aider. Mhm. C'est pas juste changer de sujet si vous pensez qu'on est en échec, là. Non, je peux trouver mes mots si on me donne assez de temps. Bon. Hum, C'était quoi l'autre chose que je voulais mentionner? J'ai perdu ma place. Donc, encore, je pense qu'on l'avait mentionné déjà, ne pas contrarier la personne, même s'il dit quelque chose que, ah, mais ça, c'est pas tout à fait d'aujourd'hui, cette histoire-là. Je parle de quelque chose qui est arrivé, pas en 2024, mais en 1994, mais je parle comme c'est aujourd'hui, les enfants vont encore à l'école. Je dis que moi, j'ai pas de maladie d'Alzheimer, etc. Euh, Encore, parfois, c'est justement, si je parle du passé, comme c'est aujourd'hui, bon, ben, c'est quand même que, parfois, avec l'Alzheimer, c'est juste, les idées sont toujours là, c'est qu'ils sortent pas toujours dans le bon ordre. Mais discuter de ça, même si je suis en train de tisser des liens qui sont pas tout à fait là, ça me donne plaisir. Donc, c'est quoi notre but? D'avoir tous les faits, là, d'avoir tous les détails corrects ou de encore avoir une belle conversation? Est-ce qu'on est dans les faits ou on est dans l'émotionnel? Mhm. Tu sais. Parfois, on peut aussi, pour les personnes qui sont plus non-verbales, tu sais, on revient au non-verbal aussi. Parfois, juste tenir leurs mains, tu sais, pendant qu'on écoute les autres parler. Je faisais ça beaucoup avec mon grand-père aussi, tu sais, quand il était moins verbal. Euh, Tu sais, on était installés dans le salon, il semblait correct, mais c'est sûr qu'il parlait pas beaucoup. Mais tu sais, je lui tenais la main. Je dis, ah, c'est tellement le fun de voir tout le monde comme ça. Et c'est remarquer sur la beauté des choses. Tu sais. Mhm. Euh, N'ayez pas peur d'être sentimental. C'est ça le mot en français, être sentimental. Tu sais, juste vous dire, ah, je vous aime, je suis heureuse qu'on est ensemble. Tu sais, parfois, ça, c'est. On connecte avec la personne, peut-être la grosse conversation détaillée, ça va pas avoir lieu comme avant. Parfois, on est surpris. Parfois, tu sais, la personne a cette période de lucidité, là, et ça sort tout seul. Donc, on a cette ouverture de, tu sais, on n'est pas en train de mettre la personne justement en surcharge et on laisse la place. On n'a pas peur du silence parfois. Laissez les choses aérer. Peut-être qu'elle va vous dire quelque chose. Tu sais, peut-être qu'elle va sortir une idée. Elle n'est pas éteinte, là, la personne qui a de l'Alzheimer, même au stade très, très avancé. Elle est vivante. Elle vit dans son environnement, tu sais, social comme physique.
Donc, c'est juste laisser de la place pour ce moment-là. Apprécier Mm. la simplicité. Michel, est-ce que tu as des commentaires à ajouter? Oui, je pense que je vais toujours dire les choses qui me touchent le plus aussi. C'est comme Chalissa a dit des fois, tu sais, des fois la communication, c'est juste la main sur la main. Tu sais, c'est le toucher juste comme ça. Ça peut dire beaucoup aussi à la personne. Donc, ça fait une grosse différence. Puis aussi je pense, juste de ne pas avoir peur nécessairement. Pas avoir peur. Tu sais, si c'est pas nécessairement le proche aidant, mais d'autres membres de la famille ou l'entourage qui ne sont pas habitués à interagir avec des personnes qui ont un trouble neurocognitif, de ne pas avoir peur, de dire la mauvaise chose. Tu sais, essayez pas de les bombarder non plus, peut-être, comme elle dit, c'est juste ça Un de. bon mot. On n'a pas besoin d'avoir tous les mots parfaits. On ne veut pas les bombarder avec trop non plus, mais juste d'être là, comme elle a dit, d'apprécier le moment, leur dire un bon mot. Puis après ça, si vous parlez de mémoire ou d'autres choses, comme elle dit, c'est vraiment de laisser la personne le temps de répondre s'ils ont besoin de trouver leurs mots. Puis je pense juste des petites règles de base qu'on dit souvent, c'est quand on va leur parler, c'est premièrement, de venir à leur hauteur, tu sais. On essaye de ne pas leur parler d'en haut, tu sais, on essaye de se mettre un peu à leur hauteur, de leur parler face à face. Des fois, encore une fois, s'il y a beaucoup de sons, de distractions, puis vous venez derrière ou de côté, tu sais, ça ne va pas nécessairement fonctionner de la même manière. So, leur parler en face, puis encore une fois, si jamais, dépendamment de la personne, d'utiliser des phrases plus courtes, des phrases plus simples. C'est pas toujours facile. Moi, je parle pas de même. Donc, des fois, il faut vraiment que je m'adapte. Mais c'est ça, c'est de se rendre à la personne où est-ce qu'ils sont. Merci beaucoup. On a une question du public. Parfois, c'est le proche aidant qui est stressé. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour les proches aidants dans les temps des fêtes pour gérer le stress des fêtes? Oui. Je pense, je peux juste retirer quelques messages qu'on a dit, right? Donc, peut-être une des premières, c'est on peut avoir des plans, peut avoir le plan parfait, mais ça ne va pas toujours nécessairement aller de cette manière-là. Donc, c'est de ne pas se mettre coupable. Mais je pense qu'on a vraiment tendance, et beaucoup des proches aidants, on a la tendance à mettre la culpabilité sur nous-mêmes. Donc, encore une fois, c'est plus facile de le dire que de le faire, mais c'est d'essayer peut-être de ne pas mettre toute cette pression sur nous-mêmes. Chalissa on a aussi dit de consulter les autres membres de votre entourage, de famille, d'en parler. C'est pas nécessairement aussi de leur donner plein de tâches aussi parce que on ne veut pas déborder les autres, mais peut-être vous allez voir qu'ils sont ouvertes à vous aider, même si c'est juste une petite chose qui peut enlever un peu de cette pression-là. D'autres messages, Chalissa, que tu avais dit, est-ce que tu as des Oh, messages pour enlever leur... ouais. Donc, encore, délégation, encore, Mhm. c'est pas de prendre tout ce qui est sur les épaules d'une personne et le met au Mhm. complet sur les épaules d'une autre personne. Tu sais, c'est partagé. Tu sais, c'est le proche à tout le monde, là. Tu sais, tout le monde va être là pour eux. En tout cas. Donc, ouais, justement, la délégation, là, c'est proportionné. C'est quoi l'autre chose que j'avais pensé? Oh my God. Ah oui, OK. Donc, je vois beaucoup de ça. What the... Excuse. Je vois beaucoup de ça. J'ai fermé le son, mais pas la vibration, excuse. Ah, OK. Ouais, d'accord. Donc, je vois beaucoup de ça que les personnes ils se culpabilisent, se responsabilisent pour la maladie. Et même pas juste la maladie, là, mais juste que, tu sais, la personne qui est malade, il faut tout contrôler ses circonstances. Tu sais, encore, on a tellement peur de mal faire, parfois, on peut pas bien faire parce qu'on est totalement dans tu sais, si la personne vit un échec ou vit un moment difficile, c'est ma faute. C'est parce que Mhm. moi, j'ai raté quelque chose, là. C'est que moi, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'entends beaucoup de ça dans des consultations des professionnels, comme, je pense que je suis en train de mal faire. Non, vous n'êtes pas en train de mal faire, là. Tu sais, oui, on partage des outils aux sociétés Alzheimer, là. Et ça, pas juste pour la personne et son proche aidant principal en personne, mais tout le monde qui veut de l'info, on est là. Tu sais, je parle toujours de ça dans la formation. Oui, hey,
pour mettre la nuance là, comme oui, il y a des stratégies qu'on peut adopter pour nous faciliter la vie, mais ce ne sont pas des recettes magiques non plus. Et c'est pas parce que, ah ben, avant, vous êtes en train de mal faire. Si on fait une comparaison physique, tu sais, c'est la personne qui, tu sais, elle casse sa jambe, là, et elle a besoin de béquilles. Et donc, mais là, au début, là, je ne suis pas très habile avec mes béquilles. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas intelligente, là? Non, vous n'avez pas besoin des béquilles avant. Il faut apprendre à les utiliser. Donc, il faut normaliser. Tu sais, on n'a pas toutes les réponses du premier coup. Mais aussi, tu sais, parfois, la personne, elle va juste vivre quelque chose de difficile. Et c'est normal. Je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, la vie n'est pas l'euphorie constante. Tu sais, que tout va bien. Et que c'est juste qu'on a la maladie d'Alzheimer, là, que, ah, on vit des moments difficiles. Non, c'est une épreuve, un défi parmi plusieurs qu'on peut rencontrer dans la vie. Et tout le monde peut avoir de bonnes et de mauvaises journées. C'est pas moins vrai pour la personne vivant avec un trouble neurocognitif. Et c'est pas la responsabilité d'une personne que, ah, ben, à chaque fois que cette personne vit quelque chose de difficile, c'est ma faute. Ou j'ai besoin de tout contrôler. Je peux pas avoir confiance aux autres parce qu'eux, ils comprennent pas comme moi, je comprends. Là, tu sais, il faut encore revenir un petit peu à la vie normale. Comme j'ai dit, tu sais, il y a beaucoup de tensions qu'on vit qui n'est pas nécessaire. C'est juste parce on est tellement porté à être dur sur nous-mêmes. Et parfois, quelque chose d'autre qui me revient souvent, hein, c'est que les personnes vivant avec le trouble neurocognitif sont plus capables de dédramatiser. Ils sont plus capables de dire, ben, c'est pas si pire et c'est pas si grave. Tandis que la personne proche aidante est plus dans le, ah, je vois quelque chose. Et encore, il faut normaliser. Quand une personne est malade, elle est en train de vivre une certaine expérience, de le digérer. Et d'habitude, on est plus tough vers nous-mêmes qu'on est pour les autres. Moi-même, je vais être autonome et je peux gérer ça, là. Les autres, oh my God, mais est-ce qu'elle a besoin d'aide? Et donc, il y a une bonne chose là-dedans. Tu sais, on veut aider nos proches, mais parfois, on va un peu loin dans le, ah ben, là, tu sais, là, tu sais, s'il y a quelque chose, là, c'est à moi de le réparer. On veut prendre soin de nos proches et il y a du bon dans ça. Il y a un côté qui peut devenir stressant. Est-ce Mhm. que c'est clair ce que je veux dire? Un Oui, petit peu, là, oui. c'est un peu Oui. ambigu, mais... Peut-être pour que la personne comprenne ses propres limites. Tu sais, ça aussi, c'est difficile des fois ou souvent, mais de savoir que peut-être vous avez une idée en tête, mais regardez vos limites et qu'est-ce que vous êtes capable en tant que proche aidant de vivre, puis de dire, tu sais, comme, exact, peut-être, je ne vais pas nécessairement garder la personne toute la journée parce que ça va être trop, puis c'est correct, tu sais, puis ça va être différent, mais si vous savez que si c'est trop pour vous, puis vous êtes débordé, c'est pas nécessairement mieux pour la personne non plus. Donc, c'est ça, de peut-être voir un peu nos limites, puis comment est-ce que je peux adapter, pas juste cette journée-là, puis le temps des fêtes, mais en général, pour que moi, euh, I'm accepting ou je vis dans mes Excellent. propres limites. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Merci beaucoup. Autre question, est-ce que vous avez des conseils par rapport au repas des fêtes, à l'alimentation? On a notamment une question, pendant les fêtes, il y a parfois de l'alcool. Si la personne tient à boire son verre d'alcool, comment on peut gérer ça? Oui, je peux juste dire, ben, pour le côté, je vais parler un peu du côté de l'alimentation des repas, juste des certains trucs et astuces qu'on peut considérer pour faciliter ça pour la personne. Euh, et pour le côté de l'alcool, ben, je ne sais pas si Charlie-Celle a une autre pensée, mais je pense que des fois, on pense que des personnes avec des troubles neurocognitifs, ils ne peuvent pas boire du tout. C'est pas nécessairement le cas. C'est sûr que c'est du cas par cas, puis je suis pas un médecin, mais c'est juste de dire que peut-être s'ils sont tellement habitués à prendre un verre de vin à Noël, que c'est correct qu'il y ait cette verre de vin-là, c'est sûr en modération, mais Ouais. de prendre ça en compte aussi. Ce sont encore des personnes, des humains, ça fait partie de les traditions. Pour les repas, c'est juste de savoir que, surtout à Noël, quand on prépare l'assiette pour la personne, on met souvent tout plein de bouffe, plein de différentes choses. Parfois, les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, c'est trop pour eux, c'est trop de choses. Puis donc là, quand ils sont prêts à manger, puis ils regardent une assiette comme ça, c'est trop compliqué. Puis parfois, ils ne vont même pas manger. Ça dépend où est-ce qu'ils sont dans la maladie.
Mais c'est peut-être de parler avec la personne, leur demander les deux choses qu'ils veulent en premier. On prépare une assiette et commence avec ça. Sinon, on peut regarder, est-ce qu'on a besoin peut-être de mettre un tapis antidérapant sous l'assiette pour faciliter. On peut aussi regarder, est-ce que l'assiette a un petit rebord? C'est plus facile à manger. Euh, Penser à ça aussi. Sinon, j'avais pour leur verre, où est-ce qu'ils vont boire? Si on dit des difficultés à boire, est-ce que c'est mieux d'avoir un verre qu'un poignet? Est-ce que c'est mieux, en plus, d'avoir un verre qu'un couvert? Encore une fois, dépendamment de la personne. Euh, et finalement, y a-t-il une manière s'ils ont vraiment besoin d'avoir un protège-tissu, quelque chose, une serviette pour protéger leur chandail, d'y penser. Et juste peut-être pour les plats en tant que tels, de peut-être éviter d'avoir des viandes qui ont des os, donc des viandes désossées, des soupes, légumes crémeuses, des choses qui sont plus faciles à manger dépendamment de la personne. On peut considérer ça. Merci beaucoup. Euh, et aussi, prochaine question, peut-on inclure les enfants lors des visites et comment les préparer pour interagir avec la personne qui a la maladie? À moi? Oui, vas-y. Donc, oui, absolument, les enfants peuvent être inclus. Tout, je pense que parfois, les personnes sont moins sûres pour les centres d'hébergement. Pour moi, c'est encore possible. Mais commençons avec à la maison, là, pendant le party. C'est sûr que les enfants, là, ils peuvent faire du bruit, là, ils peuvent être excités, mais dans mon expérience, ça donne plaisir aux personnes de les voir, là, tu sais. Et même, tu sais, on parlait de partager les changements avec nos proches. Ça inclut les enfants. Moi, j'avais 9 ans quand mon premier grand-père a été atteint. Et, tu sais, on m'a expliqué, là, même dans un langage pour une fille de 9 ans, tu sais, il y a des oublis, sa mémoire lui joue des tours. Tu sais, bon, les enfants sont beaucoup plus perméables qu'on pense parfois. Même, tu sais, quand on parle de cette question de dédramatiser, mais les enfants, ils le font beaucoup plus facilement. J'ai un client qui disait toujours, lui, il aimait faire des jeux avec les petits-enfants parce que, tu sais, pour eux, c'était juste drôle s'ils faisaient une erreur, là, c'était pas plus grave que ça. Et, tu sais, eux, ils prenaient tellement de plaisir dans le jeu que lui, il pouvait embarquer dans ce plaisir. Tu sais, dans le temps des fêtes, là, juste dire aux enfants, allez montrer votre cadeau à votre grand-père, allez remercier votre grand-père. On est dans un esprit d'amour, là. Donc, je pense que ça fait beaucoup de bien, même en centre d'hébergement, là. Tu sais, on parle même d'avoir des programmes de garderie jumelés avec les résidences, Mhm, parce que ça fait, même quand c'est pas nos enfants, tu sais, ça fait du bien de voir cette liberté, cette énergie, juste ce bonheur complètement pas restricté du tout. Euh, Ça peut être plus difficile, je sais, avec les personnes qui sont plus avancées, mais moi, je dis, c'est jamais impossible. C'est une décision pour votre famille. Si vous voyez que pour la personne, tu sais, avoir beaucoup d'enfants autour d'elle, ça peut être un peu surstimulant, là, ben encore l'importance de quand on fait la visite, avoir une petite place où on peut se retirer. Tu sais, prendre un petit break. Moi, ma grand-mère, quand elle venait chez nous, même plus avancée, là, tant qu'elle pouvait marcher, on allait prendre une marche dehors. Tu sais, juste faire un petit tour du bloc, là, puis on revenait. Même pas un tour du bloc, là, de mhm, la rue, et puis revenir. Donc, encore, toutes ces suggestions sont entrecroisées, là, sont entremêlées. Euh, Quand la personne est plus avancée, moi, j'ai déjà conseillé des clients que ben, la personne est non-verbale, tu sais, elle a toujours les yeux fermés. Mais juste dire, elle est très, très fatiguée, elle dort beaucoup ces jours. Mais vous pouvez, elle aime quand même quand vous lui tenez la main, que vous lui parlez. Tu sais. Donc, tu sais, il y a des façons de faire. Les enfants sont plus forts qu'on pense. mhm. Et Quelque chose à... est-ce que vous avez des ressources, des livres peut-être, on nous demande dans le commentaire si, pour expliquer l'Alzheimer aux enfants? Ah ouais. Ben, je sais qu'on parlait mais je sais pas si les livres sont là, mais souvent c'est CDS boutique, CDS, Oui, Charles. Centre des Ouais. sabliers, Mhm. Ouais. Donc, il y par a ça. exemple. Yeah, exact. Par exemple, ça c'est un des exemples. Il y a aussi Eugéria. C'est un autre site qu'on peut utiliser pour acheter c'est des produits adaptés pour des personnes avec des troubles neurocognitifs.
mais je pense que j'avais déjà vu des livres spécifiquement pour expliquer les troubles neurocognitifs, puis Ouais, peut-être si on les trouve, on peut les mettre en lien ouais. avec le Facebook. J'avoue, je sais que j'ai une liste à quelque part, mais je suis Mhm. tellement mauvaise avec les titres. Mais oui, votre conseillère locale, à votre société Alzheimer locale pourrait peut-être vous donner quelques littératures. Mhm. Nous avons justement des handouts faits par la Société Alzheimer du Canada qui visent les enfants et un autre volet pour les, les adolescents. Juste pour mentionner, le projet de jeunes proches aidants, là, qui couvre pas juste l'Alzheimer, mais pour les personnes les jeunes personnes qui se trouvent vraiment dans un rôle de proche aidant en passant, il y a aussi des ressources pour eux. Donc, Mhm. traduit en passant. Donc, anglais et français. Donc, oui, il y a justement des ressources. J'avoue, je ne suis pas bonne pour les sites, mais sont là et nous avons des handouts aussi qui sont juste quelques pages là, qui aident à faire le tour brièvement de c'est quoi. Et je trouve que ça peut être, encore les enfants, là, ça peut être assez juste de leur en parler un petit peu, là, ils ne compliquent pas les choses. Mhm. Parfait, merci beaucoup. On a pas mal passé toutes les questions du public et donc ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc on va pouvoir, je pense on a touché tous les sujets qu'on souhaitait. Ouais. Ou est-ce que Merci. vous aviez un dernier mot que vous vouliez, un dernier point que vous vouliez amener? Je pense on a couvert beaucoup de sujets C'est ça. aujourd'hui, donc Ouais. peut-être c'est juste de dire que si jamais vous avez des questions, ben, je ne sais pas si tu allais déjà dire ça, Lorraine, Non, mais vas-y, je te laisse. ils peuvent envoyer un courriel à info@commercial-alzheimerquebec.ca, mais également contacter la société de Chalissa. Le Ou votre société Oui, régionale. votre C'est ça. société régionale, c'est ça. Exactement. Ou On va mettre les appeler, liens. donc, si vous avez une question et qu'on n'a pas répondu, vous pouvez aussi appeler au 1888 mémoire. Et donc, c'est Michel qui se répond à ce numéro. Donc, n'hésitez pas à appeler le 1888 mémoire. On est là pour répondre à ce type de questions pour vous. Donc, merci beaucoup d'avoir Exactement. été avec nous. On n'aura pas de Facebook en direct en janvier parce qu'à la place, on aura une conférence grand public sur la phase précoce de la maladie d'Alzheimer. Elle va être annoncée très bientôt. Mais on se retrouvera en février pour le prochain Facebook Live. Donc, merci beaucoup, Chalisa, et merci beaucoup, Michel, pour avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que vous avez donné beaucoup d'informations aujourd'hui. On souhaite à tout le monde un bon temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci. Bye. Joyeux fête tout le monde.